Le 17 décembre 2024, l'inimaginable se produit. L'Ukraine a mené une frappe stupéfiante qui a pénétré profondément en Russie sans recourir à une invasion à grande échelle. La victime visée, Igor Kirillov, l'un des généraux les plus connus de Russie. Toutefois, il s'agissait plus d'un message que d'un simple assassinat. En Russie, personne n'est à l'abri. Cette attaque démontre la volonté et la capacité de l'Ukraine à aller jusqu'au cœur du pouvoir russe. Les généraux ne sont pas les seuls à sentir le feu. Vladimir Poutine, le président de la Russie, a probablement du mal à dormir parce qu'il craint d'être la prochaine victime. Dans cette vidéo, nous examinerons l'audacieux assassinat du général Kirillov ainsi que la manière dont l'Ukraine s'y est prise et les conséquences pour le pouvoir précaire de Poutine. Commençons par le début. Les forces de l'ordre ukrainiennes ont accusé Kirillov d'avoir utilisé des armes chimiques interdites sur le territoire ukrainien pendant le conflit, ce qui constitue une violation de la définition de crime de guerre de la Convention de Genève. Kirillov a été ostensiblement jugé par contumace, ce qui signifie qu'il n'était pas présent lors du procès devant les tribunaux ukrainiens. Le service de sécurité ukrainien a toutefois décidé de prendre des mesures allant au-delà de la simple tentative d'incarcération. Le service de sécurité ukrainien, ou SBU, a déterminé qu'il constituait une cible militaire valable qui nécessitait une frappe ciblée à longue portée au moment de la condamnation. La stratégie doit être modifiée car Moscou est bien défendu contre les attaques de drones, comme l'ont montré les tentatives précédentes de l'Ukraine de lancer des drones sur la capitale russe qui n'ont pas abouti. Le SBU a donc mis au point une nouvelle stratégie. Ainsi, une charge explosive modeste de 300 grammes, 0,7 livres, a été livrée par l'intermédiaire d'un scooter ordinaire. Comme chaque composant devait être transporté séparément et directement à Moscou, la charge elle-même aurait été un gadget artisanal dont la fabrication a pris plus de 2 mois. En procédant de la sorte, l'assassin a pu empêcher les services secrets et les services de renseignement russes de découvrir le projet d'assassinat. Les médias russes indiquent que l'assassin est très probablement un Ouzbek qui a perpétré l'attentat après avoir reçu 100 $, des services secrets ukrainiens. Le lien de l'auteur avec l'Ukraine est plus important que sa véritable identité. Par rapport à un Ukrainien de souche, l'assassin aurait probablement eu plus de facilité à se rendre en Russie ou à y résider parce qu'il était originaire d'une ancienne nation soviétique, à savoir l'Asie centrale. L'étendue des capacités de surveillance de l'Ukraine et la portée réelle des problèmes de la Russie sont démontrées par sa capacité à contacter des individus jusqu'à l'intérieur du territoire russe. Tout bien considéré, l'attentat lui-même était très banal. Un détonateur électrique a été utilisé pour déclencher l'explosion, ce qui a entraîné la détonation du corps principal de la bombe. L'explosif a été conçu comme un engin explosif improvisé, EEI. Un dispositif de déclenchement, dans cet exemple, un téléphone ou une radio, était attaché au détonateur lui-même, fournissant le signal électrique qui déclenchait l'opération. L'explosion à haute pression produite par les 0,7 livres de TNT peut tuer les résidents locaux et endommager gravement les structures voisines. En outre, le mécanisme de détonation de la bombe est très simple. Le téléphone relié à l'engin est appelé par un soldat ou, dans le cas présent, par un assassin. Le détonateur reçoit une impulsion électrique du circuit modifié du téléphone lorsque celui-ci commence à sonner, ce qui déclenche l'explosion. En ce qui concerne la livraison de l'équipement, la logistique de l'utilisation d'un scooter est un peu différente. Pour l'engin explosif, les Ukrainiens ont besoin d'une plateforme mobile indétectable par les forces de l'ordre. Aucune modification n'a été apportée au scooter lui-même. Par exemple, la bombe a simplement été attachée au poignet du scooter, comme un chariot de supermarché. La probabilité que l'attentat réussisse est d'autant plus grande que c'est le guidon qui aurait les conséquences les plus graves, car il se situe à peu près au niveau du torse d'un être humain moyen. On pense que le mécanisme réel est conçu pour produire une explosion directionnelle dans une certaine direction, par exemple vers l'avant du scooter. Contrairement aux engins explosifs improvisés classiques, qui utilisent des éclats de bombe, ce type d'explosion se produit, la coque métallique est censée s'effondrer sous l'effet d'une pression énorme dans ces situations, libérant des éclats à grande vitesse dans la zone environnante, ce qui est en fait la cause de la mort des gens. Étant donné que des bombes directionnelles ont été utilisées, l'attaque a été soigneusement planifiée dès le début et l'Ukraine était presque certaine de l'emplacement de l'engin par rapport à sa cible. En outre, un scooter est un objet tout à fait banal qui n'était pas fréquemment utilisé pour transporter des explosifs. Grâce à ces deux caractéristiques, l'assassin a pu simplement monter le scooter et le placer précisément à l'endroit prévu. Ensuite, l'attentat a pu être exécuté à l'aide d'un seul téléphone au moment opportun. Cette attaque diffère légèrement des précédentes en raison de 2 variables importantes. Au départ, l'attaque a été menée à seulement 4 miles du Kremlin. Le succès de l'attaque suggère que les agences de renseignement russes sont probablement inférieures aux agences ukrainiennes, étant donné que l'attaque s'est déroulée presque au centre de la métropole la plus peuplée et la plus étroitement surveillée de Russie.
En dehors des plus hautes sphères de la nation, il est probable que la Russie soit plus intéressée à causer le plus de tort possible à l'Ukraine qu'à défendre certains de ses officiers importants. Cela n'explique toutefois pas entièrement comment l'Ukraine a pu contourner ce problème et lancer une attaque à l'intérieur de Moscou. Deuxièmement, l'attaque a dû être organisée des mois à l'avance, mais ce n'est qu'en décembre que le général Kirillov a été réellement condamné. Cela implique que le procès n'était qu'une restriction temporelle sur le moment où il serait prononcé et que les services secrets ukrainiens avaient probablement déjà prévu de commettre un assassinat autrement. Selon les responsables ukrainiens, l'attaque était légitime puisque l'Ukraine avait déclaré que le général était une cible militaire critique lors de la condamnation. Poutine est probablement préoccupé par ces deux questions. La capacité de l'Ukraine à modifier un objet aussi inoffensif qu'un scooter démontre l'efficacité des efforts d'assassinat actuels. Étant donné que presque tout peut être transformé en armes, l'Ukraine pourrait théoriquement tenter de tuer Poutine à l'aide d'une variété d'outils. Étant donné qu'il n'est pas certain que le renforcement de la sécurité fasse une quelconque différence, le président russe serait soumis à des pressions en ce sens. En conséquence, M. Poutine s'est éloigné du reste de la nation, au sens propre comme au sens figuré. Par exemple, au cours du premier semestre 2024, il a donné l'ordre de démolir sa villa de longue date à Sotchi. En raison de sa situation à proximité de l'Ukraine et le long de la mer Noire, la propriété était de plus en plus souvent la cible d'attaques de drones. D'après des images satellites prises en mai, la villa a été entièrement dévastée et l'armée ukrainienne n'a pas revendiqué la responsabilité de l'incident. Même si la bataille faisait toujours rage dans la région, M. Poutine s'était déjà rendu dans la villa en mars. Il était clair qu'il ne se sent plus en sécurité lorsqu'il se rend dans le sud de la Russie, car cela l'exposerait probablement aux services ukrainiens. Mais surtout, les apparitions régulières de M. Poutine ont montré qu'il était conscient des risques encourus partout. L'un des meilleurs exemples est le fait qu'il tient généralement ses réunions publiques autour d'une grande table de conférence en mettant autant d'espace que possible entre lui et ses visiteurs. Par ailleurs, il a souvent recours à des sosies pour ses apparitions publiques. Des universitaires japonais ont utilisé la reconnaissance faciale basée sur l'IA pour déterminer si Poutine avait assisté à des réunions publiques en 2023. Ils ont découvert que Poutine était généralement un sosie et que le véritable président russe était probablement loin du site connu. Le gouvernement russe s'efforce probablement d'obtenir le plus grand nombre possible de doubles corporels sur ordre de Poutine, selon les universitaires, qui ont émis l'hypothèse qu'au moins 2 doubles corporels différents ont été utilisés en 2023. Le président de la Russie est trop effrayé pour révéler son identité au monde entier. Parallèlement, M. Poutine ne cesse de diffuser une propagande selon laquelle l'opération militaire spéciale russe en Ukraine est tout à fait légitime et même bénéfique pour la Russie. Cependant, il ignore aussi régulièrement l'escalade ukrainienne évidente au cours du conflit. L'invasion de Koursk en août en est un exemple. Lorsqu'il s'est agi de rendre compte de la progression de l'invasion, le Kremlin a été très en retard sur les médias occidentaux. En réalité, les rapports initiaux du ministère russe de la Défense étaient presque entièrement faux, suggérant que l'invasion avait été repoussée par l'armée russe quelques jours seulement après son début. Le récit contrôlé par la propagande s'est ensuite déplacé pour rejeter la responsabilité de l'invasion sur l'armée ukrainienne, étant donné que toute la guerre était basée sur la dénazification de l'Ukraine et que l'invasion était le moyen pour le Kremlin de démontrer que le gouvernement actuel de l'Ukraine représentait une menace pour le système établi de la Russie. Cela a réellement servi dans une certaine mesure les objectifs intérieurs de Poutine. Naturellement, lorsque les autorités russes ont diffusé l'information à leurs citoyens, elles ont commodément ignoré le fait que l'invasion ukrainienne de Koursk était une tentative militaire de repousser la Russie. Étant donné que le conflit dure depuis 3 ans, certains pourraient croire que la majorité des Russes sont réellement opposés à Poutine. Cependant, il ne faut pas sous-estimer la portée de la propagande russe. Selon Maria Snegovia, chercheuse et auteure pour le Center for Strategic and International Studies, CSIS, Analytics Center, le soutien du public russe au conflit ukrainien s'est maintenu entre 60 et 70% tout au long des 3 années de campagne. Cette situation serait due à l'absence d'une opposition efficace dans la politique russe. Le pouvoir de Poutine n'a pas été réellement remis en question au cours des 10 dernières années. Boris Eltsine, le premier président de la Fédération de Russie, lui a confié le contrôle direct de la fédération. Dmitri Medvedev, qui n'était en fait que le mandataire de Poutine parce que la législation russe de l'époque lui interdisait d'exercer plus d'un mandat, a ensuite succédé à Poutine. Depuis plus de 10 ans, Poutine est le président incontesté puisque la loi a été modifiée à sa demande. Même les dernières élections de 2024 ont montré que le mandat de M. Poutine n'était nullement menacé sur le plan politique. D'une certaine manière, l'état d'esprit des Russes explique cette situation. Brian Whitmore, chercheur principal à l'Atlantic Council, estime que c'est le désordre et non la politique ou l'opposition qui constitue la plus grande menace pour la Russie. Il ajoute que les Russes détestent le désordre.
Par conséquent, toute menace extérieure indirecte pour la Russie est présentée comme chaotique et la population soutient avec enthousiasme les efforts visant à l'éliminer. Au cours des 25 dernières années, la Russie a participé à au moins 5 batailles qui peuvent être considérées comme des guerres, car c'est bien sûr l'un des rares outils dont elle dispose pour contrer les menaces extérieures. Malgré tout, on peut dire qu'il existe 3 groupes distincts au sein de la population russe dans son ensemble. Le premier groupe est celui des faucons qui privilégient le conflit parce qu'ils pensent que la Russie est meilleure que n'importe quel adversaire ou danger auquel elle est confrontée. Les hommes des petites villes et des villages de Russie constituent la majorité des faucons et ce sont souvent eux qui sont les plus touchés par les efforts vigoureux de la Russie pour exporter sa culture et son influence dans l'ensemble de l'ancienne Union soviétique. On estime que 30% de la population est composée de faucons, les conformistes qui n'ont pas ou ne souhaitent pas avoir de relations ou d'activités politiques importantes constituent sans doute le deuxième groupe et le plus important. Ils considèrent que la politique étrangère et intérieure de la Russie, quelle qu'elle soit, est le statu quo actuel. Ces conformistes pensent que la guerre était inévitable d'une manière ou d'une autre en raison de la propagande médiatique de longue date selon laquelle l'OTAN représente une menace pour la Russie en raison de sa position agressive et de son expansion continue vers l'Est. Les opposants à l'effort de guerre, qui représentent 20 à 30% de la population, constituent le troisième groupe et peut-être le plus petit. Il est néanmoins difficile de déterminer les caractéristiques démographiques précises de ce groupe. Tout d'abord, la Russie a persécuté ceux qui, à un moment ou à un autre, ont démontré qu'ils ne souscrivaient plus pas à la propagande du gouvernement. Deuxièmement, lors des différentes vagues d'immigration qui ont débuté avec l'invasion en février 2022, de nombreuses personnes opposées à la guerre ont été parmi les premières à partir. Environ 1 million de personnes ont fui le pays à la fin de l'année 2022 et la majorité d'entre elles ne reviendront probablement pas. Ces personnes, qui sont principalement des cols blancs et leurs familles, ont été punies pour leurs opinions pro-européennes ou ont été enrôlées et ont donc fui le pays. C'est pourquoi ce dernier segment s'est réduit ces dernières années, ce qui explique le soutien apparemment sans faille de Poutine pendant le conflit. Toutefois, on peut affirmer que le mandat prolongé de Poutine en tant que président a été rendu possible par l'élite plutôt que par l'ensemble de la population qui ne l'a ni installé ni maintenu dans ses fonctions. Néanmoins, Poutine n'a pas ménagé ses efforts pour affaiblir le pouvoir des oligarques dans le pays. Au début des années 2000, les richissimes ont commencé à aider activement le pays en privatisant des entreprises qui appartenaient auparavant au gouvernement. De nombreux oligarques ont commencé à exploiter des entreprises qui étaient essentielles à l'économie russe dans son ensemble. Toutefois, cette tendance s'est inversée au cours des 20 années suivantes. Le gouvernement de Poutine s'est vigoureusement opposé à l'influence politique des entreprises privées. Il l'a fait en prenant des mesures plus énergiques, en dissolvant les entreprises qui ne correspondaient pas à sa vision des choses, ou en saisissant la justice. Les hommes riches sont souvent découverts morts dans leur maison, leurs véhicules ou leurs propriétés de vacances en Russie sans explication apparente. Le conflit en Ukraine a immédiatement porté un coup supplémentaire aux oligarques. La majorité des personnes ultra-riches n'ont atteint cette position qu'en tirant parti de leurs contacts et de leurs perspectives commerciales aux États-Unis et en Europe. La Russie a essentiellement rompu tous les liens géopolitiques et économiques importants avec l'OTAN au début du conflit. En conséquence, les flux de gaz et de pétrole de la Russie vers l'Occident ont considérablement diminué. L'influence politique potentielle des oligarques en Russie s'est évanouie en même temps. Poutine a simplement pu accélérer ses plans pour les écarter des postes politiques et gouvernementaux importants. Comment se porte aujourd'hui le gouvernement de Poutine en Russie? Le gouvernement actuel mise essentiellement sur le conflit en Ukraine sans avoir besoin de milliardaires. Plus précisément, les dépenses réglementées consacrées à l'armée et à la sécurité nationale soutiennent le gouvernement. Cette situation est contrebalancée par le fait que la Russie entretient des relations commerciales importantes avec la Chine et l'Inde, en particulier dans les domaines du gaz et du pétrole, car ces pays sont devenus les principaux consommateurs de ces matières premières une fois que le puits occidental s'est, pour ainsi dire, asséché. Poutine a donc plus que jamais besoin de l'aide chinoise et il ne pourra continuer à l'obtenir que s'il donne l'impression de pouvoir gagner la guerre. S'il y parvient, il pourra ramener l'économie et la population russe à leur niveau d'avant-guerre car la région ukrainienne regorge de ressources naturelles dont la Chine a besoin et de personnel que la Russie convoite, mais il ne semble pas que la Russie soit en mesure d'y parvenir de sitôt. Ironiquement, ni 2023 ni 2024 n'ont permis à la Russie d'atteindre des objectifs significatifs. La Russie n'a progressé dans le Donbass
passe qu'au cours des 2 derniers mois de 2024, ce qui a alarmé l'Ukraine et les médias occidentaux. Avec plus ou moins de succès, Poutine a tenté à plusieurs reprises d'utiliser les armes nucléaires de la Russie pour faire pression sur l'OTAN afin qu'elle reporte des dons d'équipements militaires cruciaux à l'Ukraine. L'Ukraine a continué à recevoir de plus en plus d'armes, même si certaines livraisons ont sans aucun doute été reportées de plusieurs mois. En fin de compte, les avertissements de Poutine se sont avérés vains une fois de plus, puisque l'Ukraine a attaqué Koursk sans aucune aide de l'OTAN. Les États-Unis ont fourni à l'Ukraine du matériel militaire supplémentaire au cours des mois qui ont suivi, ce qui a finalement permis à l'Ukraine d'être autorisée à utiliser les missiles Atakum sur le territoire russe. Pourquoi est-ce important? Encore une fois, la Chine et sa population soutiennent la Russie tant qu'elle continue à faire croire qu'elle est en train de gagner le combat. Poutine doit gagner ces deux parties, pour ainsi dire, afin de rester au pouvoir, puisque les milliardaires ne sont plus impliqués. En outre, l'Ukraine a lancé un vigoureux effort de propagande de son côté. Habituellement, il s'agissait de réfuter diverses affirmations russes concernant l'état du conflit ou les différentes mesures que l'Ukraine et l'OTAN ont mises en œuvre au fil du temps. Cependant, l'Ukraine s'est engagée dans une autre campagne, plus importante, au cours des 2 dernières années, ce qui nous ramène à la crainte de Poutine pour sa vie. L'attaque du général Kirillov n'est que la plus récente d'une série d'assassinats perpétrés par l'Ukraine. Selon des affirmations récentes des services de renseignement ukrainiens, par exemple, Mikhail Shatsky, responsable du développement de la prochaine génération de missiles de croisière russes, a été assassiné. Ilya Kiva, fervent admirateur de Poutine et membre du parlement ukrainien qui a poussé à la soumission du pays au début de la guerre, aurait été assassiné en 2022 avec l'implication de l'Ukraine. En 2023, Maxime Fomin, blogueur et militaire pro-Poutine né en Ukraine et répondant au nom de plume de Vladimir Tokarski, a été assassiné par l'explosion d'un buste. Ces assassinats montrent clairement que l'Ukraine veut stopper la propagande russe à la source, en commençant par les hommes qui sont les plus susceptibles de répandre la nouvelle et de soutenir les opérations de guerre du pays. Il n'est pas impossible que l'Ukraine ait un plan pour tuer Poutine lui-même, et très probablement plusieurs plans, étant donné que l'assassinat de Kirillov a vraisemblablement été organisé des mois à l'avance. Il ne reste plus que quelques pièces à faire tomber avant que le public ne se rende compte de la faiblesse de la position de Poutine, en particulier parce que sa dictature actuelle ne bénéficie pas d'un véritable soutien pour le gouvernement qu'il a mis en place. Par la suite, il pourrait perdre l'un des principaux fondements de son régime. Pire encore, si certains Russes entreprenants choisissent de se ranger du côté de l'Ukraine, ils pourraient finir par tuer Poutine et amener la guerre à une conclusion inattendue. Mais qu'en pensez-vous? Poutine sera-t-il la prochaine cible de l'Ukraine? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.